Comment un garçon venu des Caraïbes à 8 ans avec un père violent et alcoolique a pu en quelque temps devenir un des hommes les plus craints et des plus puissants au monde? Aujourd'hui nous vous emmenons faire un tour dans la vie sombre de l'un des criminels les plus dangereux de l'histoire néerlandaise à l'origine de ce que l'on appelle aujourd'hui la Mokro-guerre. Voici l'histoire de Gwenet Marta, l'un des premiers boss de la Mokro-mafia. Dans un monde de violence, de drogue et de vengeance, depuis ses modestes débuts en tant que joueur de football pour devenir le redouté chef de la criminalité organisée, l'histoire de Marta ne peut vous laisser indifférent. Alors, accrochez-vous bien et découvrez avec nous l'histoire de celui que l'on surnomme l'homme sans ombre. Son histoire commence lorsque le jeune Marta grandit avec un père alcoolique à Curaçao. Lui et sa famille ont dû faire face à des épreuves inimaginables, mais avec la détermination inculquée par sa mère, ils ont déménagé dans le sud d'Amsterdam, où il a découvert son talent pour le football et a rapidement été repéré par les prestigieuses équipes de jeunes de l'Ajax Amsterdam. Malheureusement, le chemin de Gwenet a pris un tournant bien plus sombre lorsque lui et son frère Giovanni sont tombés dans la petite délinquance de quartier. À eux deux, ils formèrent un gang de rue avec leurs amis, mais même au milieu du danger, Gwenet était différent. Il savait rester un leader stratégique et froid, grimpant rapidement les échelons du monde criminel hollandais. Son histoire dramatique est celle d'un mélange entre force, loyauté, trahison et des liens indestructibles de fraternité que nous allons vous conter. Tout commença un soir d'hiver en 1992, à l'extérieur de la discothèque Escape dans le centre d'Amsterdam. Une bagarre a éclaté entre le gang de Gwenet Marta et le gang d'un rival d'origine marocaine avec à sa tête Mohamed Dimoumi. Comme dans une scène digne d'un film de western, des coups de feu ont été tirés, les éclats de verre volaient partout dans la rue, les voitures servant de protection contre les balles, mais c'est à ce moment-là que le monde de Marta fut à jamais bouleversé et son bien-aimé frère Giovanni fut abattu par Moumi. Alors que Giovanni rendait son dernier souffle dans les bras de Marta, un feu s'est allumé en lui, le feu de la vengeance, celui du monde guerrier prêt à tout pour rendre les coups à quiconque entraverait son chemin. C'était le début de ce que l'on appelle aujourd'hui la Mokro-guerre. Malheureusement pour lui et son envie de vengeance, Gwenet devra se montrer patient puisque Moumi se verra emprisonné pendant 8 longues années. Avançons rapidement jusqu'en 2003, après toutes ces années d'attente, Marta aura finalement sa vengeance et Moumi disparaîtra alors qu'il était tranquillement posé dans un coffee shop. À partir de ce moment-là, la vie de Marta fut à jamais changée. La soif de pouvoir et de vengeance venait de prendre officiellement forme et il est rapidement devenu l'un des chefs de la criminalité organisée les plus redoutés, reculant devant rien. Après la perte de son frère, Marta et son équipe sont passés de petits délits à des braquages plus sérieux. Leurs vols de rue sont devenus de plus en plus violents et ont évolué en vols de magasins. Ces vols de magasins ont ensuite conduit à des cambriolages de banques. La police néerlandaise a lancé une vaste enquête sur Marta et son équipe, ce qui l'a finalement conduit à être arrêté. Les procureurs ont demandé une peine de 10 ans de prison pour Gwenet pour les vols, mais il a eu beaucoup de chance puisqu'il n'a écopé que d'1 an et demi de prison pour possession d'armes à feu et trafic de drogue, et s'est retrouvé acquitté du reste. Au milieu des années 90, Marta et sa bande ont également commencé à prendre des initiatives sérieuses dans le trafic de drogue en important de la cocaïne d'Amérique du Sud. L'argent qu'ils ont gagné grâce à ces braquages a été investi dans des kilos de poudre. Ils ont commencé à faire une petite fortune et à la dépenser en produits de luxe. C'est justement à ce moment que l'histoire prend vraiment de l'ampleur. La soif de pouvoir de Marta était immense, et il n'était pas satisfait de simplement dominer le marché de la drogue à Amsterdam. Avec l'aide de ses fidèles partisans, y compris le tristement célèbre Der Borge, il a visé la prise de contrôle des marchés de la cocaïne et de l'ecstasy, cherchant à monopoliser ces industries et à consolider sa position en tant que chef incontesté du monde criminel. L'astuce et la volonté de faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs ont laissé ses concurrents tremblants de peur. Son empire a été construit sur une base de tactiques impitoyables pour prendre le pouvoir à tous les niveaux. Et sa montée en puissance n'était rien de moins que spectaculaire pour ce monde criminel, grâce à sa pensée stratégique et machiavélique. Cependant, le règne de terreur de Marta n'a pas été sans contre-coup. En 2007, il a été poursuivi pour possession de 18 kg de cocaïne destinée à l'Angleterre et pour avoir agressé une femme, ce qui le mena à être condamné à 7 ans de prison. Mais 1 mois après sa condamnation, il s'échappa de prison avec un autre détenu en escaladant la première clôture, mais lorsque Gwenet a réussi à grimper par-dessus la deuxième, son compagnon de cellule s'est retrouvé coincé et a été attrapé juste à l'extérieur de la prison. 2 hommes attendaient à bord d'une camionnette Volkswagen volée, et ils ont réussi à s'enfuir. La camionnette a été retrouvée plus tard, bien sûr, sans aucun signe de Marta et de ses complices. Après des années de cavale, où il était introuvable et où personne n'arrivait à avoir sa trace, la chance de Gwenet tourna finalement.
C'était un simple contrôle de routine qui se termina par la fin de sa liberté dans la ville de Anvers. La police belge avait reconnu Martha et ne perdit pas de temps à l'appréhender. Alors qu'il était escorté de retour en prison, on ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se passait dans l'esprit de Martha. Préparait-il sa prochaine évasion ou acceptait-il enfin les conséquences de ses actes? Une chose était certaine, le retour de Martha en prison marquait la fin d'une ère et le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. La vie de Gwenaith Martha prit un tournant plus prometteur lorsqu'il se convertit à l'islam pendant sa détention en prison. C'était un contraste frappant avec sa vie précédente de criminalité et de violence. Sa nouvelle foi l'amena à changer de comportement et ceux qui l'entouraient ont remarqué sa transformation. Il a cessé de boire de l'alcool, s'est abstenu de la drogue et a même arrêté de manger du porc. Martha a commencé à prier 5 fois par jour, devenant plus pieux dans sa foi. Alors que Martha se préparait pour son premier ramadan en tant que musulman, son avocat parvint à obtenir sa libération de prison. Cependant, Martha resta discret et se présentait au commissariat de police chaque semaine. Sa nouvelle foi l'avait transformé, mais le passé persistait, et il restait à voir ce que l'avenir réservait à l'ancien criminel devenu musulman. Malheureusement pour lui, son passé ne s'effaçait pas et le 17 décembre 2013, Martha échappa à une tentative d'assassinat. En ce jour fatidique, il a échappé de justesse à la mort lorsqu'un tireur cagoulé a tenté de lui ôter la vie. Ce qui est encore plus choquant, c'est que l'arme s'est enrayée, offrant à Martha une maigre chance de riposter malgré les blessures infligées lors de l'attaque brutale. Martha n'a pas abandonné, au lieu de cela, il s'est dirigé vers le commissariat de police le plus proche pour signaler la tentative d'assassinat. Avec son avocat de confiance à ses côtés, Martha a raconté l'effroyable épreuve aux autorités. Mais voici le problème, la police lui a informé qu'il ne pourrait le protéger que s'il révélait l'identité de l'agresseur. Martha était confrontée à une décision difficile, devait-il trahir ses compatriotes marocains en divulguant l'identité du tireur, ou devait-il se taire et risquer d'être à nouveau la cible? Avec sa vie en jeu, Martha a refusé la suggestion de son avocat de retourner en prison pour sa sécurité. Le 22 mai 2014, la vie de Martha a pris fin brusquement et violemment, sous une rafale de balles. Il a été touché par au moins 80 balles et a été prononcé mort sur les lieux. Les assassins, armés de fusils automatiques AK-47, l'avaient pris en embuscade dans les rues. Les rapports d'enquête indiquaient que Martha ne portait pas de gilet pare-balles et était désarmé, ce qui en faisait une cible facile pour ses agresseurs. L'avocat de Martha et son associé étaient présents lors de l'attaque mais s'en sont sortis vivants. Le tireur a réussi à s'échapper rapidement dans une BMW qui a été retrouvée plus tard brûlée, ne laissant aucune trace exploitable derrière lui. Le meurtre a provoqué des ondes de choc dans le monde criminel, et bien que personne n'ait été arrêté, le gang de Samir Bouyakshiran dit Scarface était suspecté d'être derrière l'assassinat. Cependant, l'intrigue s'épaissit, car certaines personnes pensent que c'est un ami proche de Martha qui aurait joué un rôle dans son assassinat. La rumeur veut que cette personne ait trahi son organisation en divulguant l'adresse de résidence de Martha au commanditaire du meurtre en échange de plusieurs centaines de milliers d'euros. Malgré les conséquences, la mort de Martha a marqué la fin d'une ère dans le crime organisé néerlandais et a ouvert la porte officiellement à la Mokro Mafia. Sa vie a peut-être été écourtée, mais son héritage criminel perdu et intrigue toujours autant. Lorsque Martha a été inhumé dans un cimetière, il a laissé derrière lui une histoire de vie qui ferait pâlir n'importe quel thriller criminel. La vie de Gwenaith Martha est une mise en garde contre les dangers du monde criminel. Son histoire rappelle vivement l'impact dévastateur que le crime organisé peut avoir sur les individus, les familles et les communautés. N'oublie pas de mettre un j'aime et de commenter, active les notifications pour suivre les prochains épisodes qui arrivent très vite.